Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à un autre épisode de la série de 0 à 70.3. Mon nom est Gabrielle Théoret, je suis physiothérapeute chez Physiovélo et en septembre 2025, je vais participer à mon premier demi-Ironman. Si, comme moi, vous êtes un peu mêlés à travers le monde du triathlon et que vous vous posez plein de questions, bien, cette série est faite pour vous. C'est parti! Allô, Christina. Salut, Gabrielle. Re-bienvenue au podcast. Yes, je suis bien contente d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, je te reçois pas parce que tu es ma collègue, ni parce que tu es physio, mais vraiment pour ton côté triathlète et ton expérience par rapport au triathlon. On va parler, oui, le triathlon, on sait que c'est de la nage, du vélo et de la course. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de ça, on va parler de tout l'équipement autour de ça. J'ai eu la chance d'avoir un vélo de triathlon que tu m'as prêté. Oui. On va pouvoir en parler un peu plus tard tantôt, mais il y a plein d'équipements que tu m'as sortis aussi que je ne savais même pas à quoi ça servait. Fait qu'on va parler un peu de tout ça, démystifier un peu tout ça pour essayer d'aider les gens le plus possible à trouver quelque chose qui fonctionne pour eux. Fait que... Définitivement. Mais dans le fond, tu sais, aujourd'hui, pour rassurer les gens, là, dans le fond, les équipements que je t'ai prêtés, c'est des choses qui, au fil de l'expérience, en fait, des différents triathlons que j'ai fait, que j'ai accumulés. C'est pas quelque chose que, dès la première année, j'ai nécessairement tout acheté parce qu'on s'entend que ça devient quand même assez cher, pratiquer les trois sports, là, dans une optique de faire un événement longue distance. Fait que, vraiment, rassurez-vous, là, on va essayer de éclaircir, en fait, qu'est-ce qui est un peu plus nécessaire, de quelle façon vous pouvez faire pour essayer de trouver des choses qui sont plus abordables, tout ça, mais dans une optique que l'événement se passe bien et la préparation aussi, là, de ce côté-là. Fait que faire la différence entre ce qu'on a besoin puis ce qui est nécessaire, puis les petits plus qu'on peut aller chercher pour faciliter des fois des petits détails dans la course. Oui, c'est en plein ça. Fait que toi, tu as fait plusieurs triathlons. Oui, j'en ai fait pendant à peu près une dizaine d'années, dans le fond, du triathlon. Moi, je suis quelqu'un qui a été sur une progression vraiment... pas lente, mais une progression logique, en fait. Je arrivais de la course à pied, fait que fallait que j'apprenne à nager. Déjà là, moi, ça me stressait de faire un triathlon de découverte. Donc, d'aller faire 400 mètres, 350 mètres en eau libre, c'était déjà un bon défi. Fait que première année, j'ai fait 2-3 découvertes. À la fin de la saison, je faisais un petit sprint. J'ai vraiment beaucoup aimé ça, fait que j'ai continué. La saison d'après, j'ai fait quelques sprints. À la fin, un petit olympique. Finalement, plus je me rendais compte que j'aimais ça, plus j'aimais les longues distances, qui était déjà ma force en course à pied. Fait que la saison suivante, olympique. J'ai même essayé un aquathlon de distance 73. Fait que c'est natation et vélo. Fait que juste pour expérimenter, j'avais des amis qui faisaient un 73 à Atlantic City. Fait que ça a été dans mes premières expériences de 73 plus sur le terrain en tant que tel. J'avais déjà vu Tremblant, tout ça, j'avais déjà observé là-bas. Mais vraiment de mon côté, fait que j'ai découvert que j'aimais beaucoup. Puis à la fin du vélo, je serais partie à courir. Fait que j'étais un peu déçue de finalement pas avoir fait le triathlon complet. C'est ça. Puis après, c'est ça, je me suis alignée vers le 73 comme distance. Puis c'est là que j'ai eu le plus de plaisir. J'en ai pas fait très longtemps parce que la pandémie est arrivée. Donc, les événements avaient été reportés, des saisons, tout ça. Là, mais c'est dans... mon temps d'entraînement est vraiment pour ce type de distance-là maintenant. Parfait. Fait que là, avec les années, tu dis que ça a accumulé beaucoup d'équipements et de trucs pour t'aider, puis des petits gadgets là, qu'on va parler. On va commencer avec le début, soit la nage. Oui. Moi, dans mes questions, au départ, wetsuit. Pas wetsuit, trisuit, c'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi... Fait que si tu nous expliques un peu c'est quoi les deux. Oui, dans le fond, il faut faire attention, le wetsuit que l'on met en natation, c'est pas la même chose que l'on met pour faire de la plongée ou des sports nautiques, en fait. L'épaisseur sera pas la même, dans le fond, parce qu'on veut pas trop obstruer le mouvement au niveau des bras et la respiration, parce qu'on va être vraiment dans un sport qui est plus cardiovasculaire. Donc, il faut s'assurer d'avoir quelque chose qui fait la fonction qu'on a besoin. Donc, c'est simplement pour garder un peu la chaleur sur certains événements. Il faut savoir que ce n'est pas toujours permis sur les triathlons. Parfois, c'est permis et non obligatoire. Parfois, c'est obligatoire. Donc, il faut vraiment s'informer sur, en moyenne, la température de l'eau dans l'événement qu'on a choisi de faire, à quoi ça va ressembler, parce que ça se peut que ce soit obligatoire si c'est trop froid. Tremblant, ça arrive de temps en temps. Là, nous, au Québec, c'est dans le mois de juin, mais étant donné que les lacs calent autour du mois de mai, l'eau est souvent très, très froide. Donc, même parfois, ce n'est pas juste recommandé ou permis, c'est vraiment obligatoire pour pouvoir prendre le départ. Donc, ça se pourrait que, dépendamment de l'événement que tu fais, Gabrielle, que tu n'aies pas le choix de le mettre. Dis-moi, Jones Beach, tu t'es informé un petit peu? Je me suis pas informée de manière précise, mais sur les photos et vidéos que j'ai vues des gens qui l'ont fait cette année, tout le monde en portait un. Ouais, c'est soit
permis et tout le monde en a un ou c'est obligatoire. Fait que c'est sûr que moi, ça fait partie de mes... c'est sûr que je vais en avoir un pour la compétition. Ouais. Là, mon dilemme, c'est est-ce que j'en loue un? Est-ce que j'en achète un? Je suis encore un petit peu ambiguë par rapport à ça. Je ne sais pas encore vers quoi m'enligner. Ouais. Je trouve que c'est assez touchy. Là. Faut, comme tu dis, on veut garder la chaleur, mais tu veux être capable de respirer. Ouais. Une bonne mobilité d'épaule pour pouvoir nager. Ouais. Fait que, La particularité, c'est que je pense que c'est important de pouvoir le tester avant. Donc, de là, de au moins pouvoir le louer une fois avant l'événement, si jamais quelque chose, pour voir la sensation. Parce que c'est particulier. Et tester en eau froide, si on est capable. Parce que oui, des fois, on va le tester dans une piscine, finalement, qui est chauffée. Là, on n'aura pas l'effet réaliste de l'effet de rentrer et d'avoir le souffle coupé, dans le fond. Puis, de voir la sensation, qu'est-ce que ça fait au niveau, justement, de la cage thoracique, là, d'avoir la pression de l'eau, tout ça. Il y a des petits trucs qu'on peut donner, comme d'ouvrir le wetsuit pour faire rentrer l'eau à l'intérieur un tout petit peu, juste pour aller chercher, mais de l'expérimenter parce qu'on ne voudrait pas, c'est avoir un petit moment de panique dans l'eau, justement, parce qu'on a l'impression qu'on a de la difficulté à respirer. Déjà, c'est froid, il y a beaucoup de monde. Tu sais, c'est déjà anxiogène en soi. Fait que si on est capable d'éliminer un facteur et de voir comment nous, on réagit au niveau du corps, justement, d'aller faire peut-être un 1500, peut-être même un 1900 mètres là, de natation avec le wetsuit et de voir comment on se sent à l'intérieur, ça peut déjà être une bonne idée. Fait que ça, c'est un point pour le fait d'en acheter un, c'est de pouvoir aller l'utiliser justement en eau libre. Donc, quand tu as le temps de le faire plutôt que de le louer. Des fois, au niveau du coût, il faut vérifier. Là, je ne sais pas à combien les wetsuits sont rendus dans la région de Montréal en location. C'est pour un week-end, si ça revient à une centaine de dollars. Finalement, un autre week-end pour le louer, une autre centaine, à 200 dollars, on peut peut-être avoir un wetsuit entrée de gamme pour justement bien essayer là, puis voir qu'est-ce qu'il y en est. Là. Puis, un entrée de gamme, ça fait le travail. Pas besoin d'aller dépenser, c'est ça, plusieurs centaines de dollars sur un wetsuit plus de qualité ou quelque chose qui... Pour commencer, en triathlon, vu qu'on est dans une optique de voir justement si tu vas aimer ça pour plusieurs années, effectivement que ça peut être juste un wetsuit entrée de gamme que tu te sens confortable déjà en l'essayant en magasin. Là, ça peut déjà faire une bonne différence. C'est sûr qu'il va y avoir une différence au niveau de l'épaisseur du wetsuit. Pour des plus hauts de gamme, vont être plus minces dans la région des épaules, mais aussi chaud au niveau du corps. Donc, ça permet d'aller chercher une plus de mobilité au niveau des épaules. Mais juste déjà d'avoir l'équipement pour pouvoir le tester, c'est pas quelque chose que sur un premier événement, avec le volume que tu vas faire en entraînement, qui va faire une énorme différence de ce côté-là. Puis, le wetsuit, à part évidemment le froid, mais y a-tu d'autres avantages de porter un wetsuit? Oui, en fait, tu vas te rendre compte, Gabrielle, que si le wetsuit, il est permis, c'est pas pour rien que presque tout le monde le met. Même si c'est pas obligatoire en tant que tel, c'est juste parce que les gens, ça va augmenter la flottabilité. Donc, c'est-à-dire que ça va être plus facile pour nous de rester à la surface de l'eau, ce qui avantage beaucoup les nageurs qui ont plus de difficultés en tant que tel. Donc, on peut gagner un petit peu de vitesse. Puis surtout, c'est plus rassurant. Là. On a l'impression vraiment d'être supporté par l'eau. Donc, s'il y a un moment soit de panique ou quoi que ce soit, ben, on est capable de juste comme faire un petit peu une grenouille, aller sur le dos, puis on sent que ça nous supporte un peu. Là. Donc, c'est pour ça que les gens vont vraiment choisir de le mettre quand c'est permis. Là. Et ils espèrent surtout, là, les triathlètes, c'est pas nécessairement des nageurs, mais que ce soit permis, en fait. Oui. Oui, vraiment. Ça donne un petit avantage de ce côté-là. OK, fait que wetsuit à tester avant. Oui, puis à essayer avant aussi pour être confortable, sentir qu'on est à l'aise dans le wetsuit. Définitivement. C'est pas facile à trouver, des magasins qui offrent soit plusieurs gammes ou quoi que ce soit. Pour essayer, souvent, ils vont avoir soit un seul modèle et tout. C'est quand même assez important d'en essayer, même dans le bas de gamme, si on est capable d'avoir 2-3 modèles différents. Parce que selon notre physionomie, on n'est pas tous faits pareil. Il y a des gens qui sont très grands, mais ils ont plus de jambes. Il y en a qui ont plus de tronc. Donc, ça va quand même changer le fit un petit peu du wetsuit. Il y en a qui ont des collets qui remontent un petit peu plus. Il y en a qui sont un peu plus ouverts au niveau du haut. Selon notre largeur d'épaule aussi, là, il y a vraiment une petite différence. Fait que c'est pas aussi facile que je porte du X-Mall et tous les wetsuits X-Mall vont me faire. Là, c'est un petit peu plus complexe que ça selon les marques. Fait que de faire des petites recherches avant pour se donner une petite idée, ça peut être déjà bon. Mais idéalement, c'est d'aller les essayer. Fait que si on est capable d'avoir un magasin qui est spécialisé soit en natation ou en triathlon, des fois, ils peuvent avoir quelques modèles. Je sais qu'on avait regardé, il y en avait quelques-uns chez Decathlon aussi qui permettaient d'aller chercher. Sinon, dans des événements, là, nous, à Montréal, on a la chance d'avoir le salon du vélo et du triathlon qui s'en vient en février. Donc là-bas, il y a beaucoup plus de magasins qui vont se regrouper dans des petits stands. Donc, ça nous offre la chance peut-être de pouvoir essayer un peu plus de modèles ou se donner une petite idée justement au niveau des prix et des gammes là, pour voir plein de différents types à un seul endroit. Fait que ça, c'est un petit plus aussi pour les essayer. Fait que, parfait. Définitivement. Fait que le trisuit, ouais. En fait, le trisuit, c'est complètement à part du wetsuit. C'est vraiment ce que tu porterais pendant la durée de l'événement, donc ce que tu vas mettre en dessous du wetsuit si tu choisis d'en avoir un. Le trisuit, la particularité, c'est que c'est un one piece.
Donc, c'est une pièce, un vêtement, une pièce, mais qui se zippe et se dézippe comme un chandail de vélo normal avec le bib que tu viens enfiler. La particularité, c'est qu'il y a une longueur de manche différente, donc au niveau du haut. Par rapport à ce qu'il y en est. Donc, il faut faire attention. Il y a certains trisuits qui sont avantageux quand le wetsuit est permis, selon la longueur. Fait qu'il faut vérifier avec les événements. Là, je sais que chez Ironman, il y a quand même... quand les manches sont trop longues, des fois, ils ne sont pas permis si jamais le wetsuit n'est pas permis. Donc, juste à surveiller de ce côté-là. Mais la particularité, c'est vraiment le bib qui est différent. Ouais. Donc, un bib qui est vraiment plus mince, qui permet d'être confortable quand même à la course à pied. Fait de ne pas avoir l'impression de courir. Là, nous, on dit courir avec une couche. Mais une couche mouillée en plus parce que là, on a nagé. Ça peut faire quand même une bonne différence. Pour être sûr, fait que là, le trisuit, c'est ça, il serait en dessous du wetsuit, tu nages avec, tu finis la nage, dézippe le wetsuit, puis le trisuit qui est là en dessous, prêt à partir pour le vélo. Exactement, parce que Gabrielle, tu ne peux pas te changer dans la zone de transition. Ouais, ça faisait partie de mes questions. Moi, j'étais comme, je vais enlever mon wetsuit, puis je vais me changer après, puis tu m'as... Non, idéalement pas. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des gens qui choisissent de nager, par exemple, chez les hommes, seulement avec le bib, le bas, fait que comme un maillot de bain. En dessous de leur wetsuit. Dans cela, dans la zone de transition, ils peuvent mettre le jersey par la suite. Il n'y a pas de problématique. Mais tu ne pourrais pas te déshabiller en zone de transition pour faire le changement. Donc, pas de nudité en zone de transition sur la distance 70.3. C'est bon à savoir parce que moi, encore une fois, j'avais aucune idée. Puis c'est en parlant avec toi, justement, que ces petites questions-là sont venues. Puis je suis comme, peut-être qu'un épisode sur ça serait pertinent. Non, Gab, tu peux pas. Oups, OK. Oui, non, c'est ça. Effectivement, que la transition, ça prend un petit peu de préparation. Là. On pourra en reparler. Avec les plus tard, oui. Sinon, comme on disait, c'est vraiment sur le BIM la différence. Oui. Mais dans la distance, en fait, ce qu'il faut choisir, c'est est-ce que tu vas avoir un trisuit, donc qui est un seul morceau, ou est-ce que tu préfères avoir 2 morceaux? Parce que dépendamment si tu fais de la courte distance, par exemple sur un sprint, tout ça, ou idéalement, tu ne devrais pas avoir besoin d'aller à la salle de bain, ça peut ne pas être problématique, mais sur une distance 73, il se peut que tu aies besoin d'aller à la salle de bain, justement, soit sur le vélo, ou entre le vélo et la course, ou pendant la course. Donc, la particularité, c'est que vu qu'on est mouillé, des fois, oui, on va avoir le temps de sécher un peu, mais vu qu'on a chaud de toute façon, c'est difficile de se rhabiller. Si on a un seul morceau, c'est plus long aussi à retirer si jamais on a besoin d'aller à la salle de bain. Donc, de voir si tu as la préférence d'avoir 2 morceaux, parce qu'il n'y a pas de problématique à avoir justement un bib qui est plus mince, qui est fait pour le triathlon, donc confortable pour la course aussi qu'on aurait testé, ou un cuissard, en fait, qui n'est même pas un bib du tout, et un jersey ou un chandail de vélo conventionnel de ce côté-là. OK, fait que l'option 2 morceaux versus 1 morceau, pensez à justement aller aux toilettes. Ce genre de petits détails, la facilité à enfiler, puis retirer aussi pour ça. Est-ce que tu parlais tantôt les gars qui pourraient mettre juste le bas? Est-ce que, mettons, moi, je pourrais faire ça, mettre juste le bas de mon 2 morceaux, brassière de sport pour nager, puis de rajouter le morceau du dessus pendant la zone si c'est permis, puis là, tu mets le doute dans ma tête. Là, j'ai jamais regardé les règles spécifiquement. Je sais qu'à la course, tu n'as pas le droit de retirer, dans le fond, le haut. Fait que chez les garçons, là, ils peuvent pas courir en torse, puis nous, on peut pas non plus courir en brassière de sport. Il y a une distance maximale, là, puis au niveau de l'ouverture, là, qu'ils peuvent aller chercher sur le devant et haut. Un peu, là, il y a comme plus bas, tu peux pas. C'est exactement ça. Fait qu'il faudrait vérifier si en zone de transition, ça va être vraiment bien permis, mais dans mon souvenir, on a le droit là, de ressortir. Fait que oui, tu pourrais être effectivement soit le haut de maillot ou juste la brassière de sport, puis à ce moment-là, rajouter le morceau au besoin. Mais rendu là, c'est difficile à enfiler. Parce qu'on est vraiment très mouillé. Ouais. Donc, aussi bien, de toute façon, l'avoir sur nous. Puis, c'est réfléchissez-y bien parce que, tu sais, au niveau des vêtements aussi, s'il fait très froid, si on laisse des vêtements dans la zone de transition, ça va être plus long à enfiler quand on va avoir besoin en sortant de l'eau. C'est vrai, je m'imaginais tout mouillé embarqué sur le vélo. Il y a du vent. S'il fait froid, c'est comme, ça va être frisquet au début. Fait que c'est pour ça que j'essayais de penser à d'autres options. Bon, certaines pas possibles, mais d'autres que, tu sais, ça apporte à... c'est comme tu dis, un passez-y bien, parce que si on est mouillé, ça va être plus long à mettre. Encore là, je pense que je vais pas être à une minute près là, dans ma transition, mais bon, si c'est des petits détails comme ça qui peuvent s'accumuler, ça peut être intéressant d'y réfléchir puis d'aller prendre... Oui, puis l'essayer avant parce que c'est surprenant, mais essayer de mettre des bas de compression en zone de transition pendant qu'on est mouillé, ça se peut qu'on réussisse même pas, en fait. Définitivement. Encore une fois, tester tout avant, ça, c'est sûr. Oui, puis bien vérifier justement les météos en général, bien se préparer la veille, fait que tout apporter au cas où il fait plus frais que ce que l'on pensait ou il va faire plus chaud, donc pour qu'on puisse s'adapter justement au changement de météo. Même si on peut savoir un peu d'avance de quoi ça a l'air, c'est quand même juste la veille qu'on va avoir une vraie idée de qu'est-ce qui va faire comme température. Puis mettons quelqu'un qui voudrait pas s'acheter un trisuit, puis qui resterait juste avec son cuissard de vélo, ça, est-ce que ça serait correct puis ça serait
permis de le faire. Oui, ça se fait. Définitivement que ça pourrait se faire sur la portion vélo. C'est juste que pour la portion course à pied, il faut le tester. Parce que, tu sais, au niveau des frottements, quand même, d'avoir vraiment un gros chamois comme on peut retrouver chez Azos ou chez d'autres marques, là, ça se peut que ce soit vraiment incommodant à la course à pied parce que c'est pas un 10 km, c'est pas un 5 km. On parle quand même d'un 21,1. Puis là, il n'y a pas l'option de se changer puis mettre des shorts pour... Tu pourrais aller à la salle de bain. Mais là, c'est pas dans des toilettes chimiques. Ça, j'ai compris, mais ça pourrait se faire d'aller complètement se changer entre. Oui, définitivement, ça pourrait se faire, mais c'est pas l'idéal, disons, dans une toilette chimique en effet. D'aller se changer. Pas beaucoup de place, puis encore une fois, à mouiller. Oui. C'est pas... Propreté. Ouais. OK. Encore une fois, des petits trucs par-ci par-là, des trucs à réfléchir sur les différents suits. Puis je te disais que j'avais vu à Jones Beach comment ça se passait cette année. Puis, bon, tout le monde était en wetsuit, mais tout le monde avait le même casque de bain. Si je me trompe pas, était vert flash. Fait que là, ça m'amène à ma question. Est-ce que c'est fourni? Est-ce qu'on est obligé d'en avoir un? Non, le casque de bain est fourni pour la durée de l'événement. Là, c'est pour pouvoir vous voir dans l'eau. Fait que vous avez tous les mêmes couleurs sur la même distance. Si jamais avant, il y avait des vagues différentes selon les groupes d'âge. On avait des casques de couleurs différentes. Maintenant, sur 73, c'est un rolling stock, donc un départ par roulement. Fait que c'est un petit peu différent sur la procédure. Donc, tout le monde a la même couleur sur l'événement. Fait que oui, c'est fourni. Puis, tu sais, la plupart des piscines l'exigent. Donc là, j'étais un peu surprise de ta question, mais j'ai compris que finalement, où est-ce que tu vas nager présentement, tu peux le faire sans. Oui, c'est pas... En fait, j'ai été 3-4 fois à date, puis je me suis jamais fait... Il y a quelques personnes qui en ont, mais c'est vraiment pas tout le monde. Donc, puis je me suis pas fait avertir, fait que j'ose croire que c'est permis. Puis, mais peut-être que faudrait que je me pratique avec... Oui, parce que tu sais, les filles avec les cheveux longs, là, vont pouvoir tester comme c'est quoi la meilleure... Bon, là, on parle de cheveux, mais on s'entend, est-ce que c'est mieux une couette ou une tresse ou est-ce que ça rentre en dessous du casque de bain? Puis après, sur le vélo, pour aller justement rouler ou pour aller courir, là, qu'est-ce que tu préfères? C'est quand même important de le tester. Et la sensation, c'est quand même une petite sensation de compression. Fait que tu pourrais le tester définitivement. Chers auditrices, chers auditeurs, je vous interromps, je suis désolé. C'est important de savoir que la majorité des gens qui écoutent le podcast, vous êtes déjà plus de 100 000 à avoir téléchargé un podcast Jamais assez, ne sont pas abonnés. Donc, si vous voulez être certain de nous retrouver la semaine prochaine, en 2025, on sort un podcast par semaine. Assurez-vous de vous abonner sur vos plateformes d'écoute afin qu'on puisse se retrouver dans une semaine. C'est pas plus long que ça. Je vous laisse de retour à l'épisode. Ciao! Casque de bain, lunettes par-dessus. Lunettes, est-ce que tu as des recommandations? Oui, c'était dans tes interrogations. Malheureusement, là, il existe tellement de marques et de sortes différentes au niveau des lunettes puis de formes de visage différents, en fait. Que ça doit être dépendant, c'est ça? C'est exactement ça. Fait que c'est super important de les tester. Définitivement, tu sais, en piscine au début, justement pour voir, bon, est-ce que l'adhérence est bonne? Est-ce qu'il y a de l'eau qui rentre? Est-ce que j'ai besoin de serrer de façon très importante? Et là, ça cause des inconforts à ce moment-là parce que pour avoir un bon fit au niveau du visage, pour éviter que l'eau rentre, j'ai besoin de le faire. Donc, c'est important de le tester. Ce que je dirais, par contre, c'est que moi, j'ai eu une petite préférence pour avoir une lunette qui était teintée. Dépendamment de l'événement et du moment de l'année. En fait, c'est que des fois, le soleil se lève très tôt, puis on a le soleil levant au visage lors de la natation, puis là, c'est difficile de voir. C'est pas le cas partout. Parfois, certains triathlons sont vraiment plus départ à la noirceur, et là, on est mieux d'avoir des lunettes claires, mais peut-être avoir la petite option de la même lunette que tu aimes beaucoup en natation normale, voir si tu veux l'avoir aussi en version teintée, surtout si tu es sensible au soleil. Là, des fois, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une belle différence sur les événements. Parce qu'en eau libre, t'as pas la ligne noire au fond. Fait qu'il faut que tu regardes où tu nages. Donc, justement, lever la tête puis pas être ébloui par le soleil, c'est un petit détail que j'avais pas pensé ou non plus. Fait que je rajoute ça à ma liste de trucs à planifier puis à réfléchir pour... Ébloui par l'eau aussi, là, le soleil qui est sur l'eau aussi. Tout ça. Mais si c'est nuageux, ben, tu veux pas avoir tes lunettes nécessairement... teintées parce que là, tu vas pas voir grand-chose. Fait que, à vérifier. Sinon, c'est toujours mieux d'y aller avec les lunettes claires à ce moment-là si tu préfères n'avoir qu'une seule paire. Mais c'est à essayer. Là. Moi, j'avais un petit modèle que j'aime particulièrement, mais c'était pas le modèle préféré de tout le monde, là, vraiment. OK. Fait que côté natation, wetsuit, casque, lunettes. Mon autre interrogation, c'était le fameux dossard. Est-ce que je l'ai avec moi dans l'eau? Non. Étant donné que ton numéro, en fait, c'est la particularité, il va être inscrit sur ton casque de bain. Ils vont nous demander la grandeur, j'imagine, de notre tête? Ou non, c'est one size fits all.
hopefully, au niveau des têtes. Mais moi, c'est seulement une grandeur pour le casque de bain. Avec le numéro dessus. Avec le numéro dessus, donc tu n'as pas besoin d'avoir ton dossard dans l'eau, ce qui serait pas pratique avec le wetsuit. Et la même chose, en fait, il te suivra pas sur le vélo parce qu'avoir le dossard en vélo, avec le vent, la vitesse qu'on va, ce serait vraiment pas pratique du tout. Tu vas voir, là, au début, ils vont te donner un sac dans lequel il va y avoir des autocollants que tu vas devoir fixer sur ton casque et ton vélo pour pouvoir t'identifier, en fait. Donc, le dossard va être seulement nécessaire à la course à pied. Puis, on pourra en parler tout à l'heure là, de... Rendu à la course. Oui, c'est ça, des options pour ça. Là. Parfait. Fait qu'on a fait, je pense, le tour pour la partie natation. Oui. Il y a les équipements aussi. En piscine, tu as commencé à aller t'entraîner, tout ça. Là, est-ce qu'on a besoin d'acheter justement pour le boy, la planche, les palmes pour l'entraînement? La beauté, c'est que maintenant, en tout cas du moins au Québec, on est chanceux, là, tous les centres de natation offrent normalement la planche. Puis, la plupart ont aussi quelque chose qui peut faire justement pour un pool boy, donc un petit flotteur que l'on met mettre entre les jambes qui permet de diversifier un petit peu justement l'entraînement que tu vas faire. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'investir vraiment dans les palmes s'ils ne sont pas fournis? Je dirais non, pas pour... pas pour le moment. Ben, non, du tout pour l'entraînement de natation, étant donné que l'objectif est d'atteindre la capacité à faire l'événement. Puis après ça, ben, tu vas avoir d'autres choses à travailler avant de te dire que tu vas pouvoir faire un vrai travail technique avec les palmes de ce côté-là. Là. Fait que... J'ai vu l'équipement sur le bord de la piscine, mais je me suis pas encore lancée à les tester puis les utiliser. En ce moment, c'est juste des longueurs pour me pratiquer. Je pense que pour l'instant, c'est assez, mais ça va s'en venir, là, les petits éducatifs puis ce genre-là en natation. Ça va varier aussi la nage, fait que ça va être intéressant de rajouter ça. Définitivement. Ça permet de faire des gains. Fait que, une fois que tu as la capacité musculaire d'atteindre comme la distance, tu te sens confortable dans l'eau, ben, c'est juste que ça va augmenter justement tes sensations, fait augmenter ton efficacité sans que tu aies besoin nécessairement de passer beaucoup plus de temps dans la piscine. Là, surtout que vu que tu commences, ça peut être très intéressant là, d'intégrer tranquillement quelques petits éducatifs. Il y a des beaux vidéos sur Internet qu'on peut trouver là, par rapport à ça. Super. Fait que là, vélo, si on passe au vélo de route, vélo de triathlon. Bon, mettons que je suis une exception et je suis choyée parce que tu m'as prêté ton vélo pour la saison. Fait que je vais pouvoir... Tu m'as demandé, veux-tu tester? Tant qu'à faire un 73, veux-tu y aller all-in avec mon vélo? Je ne pouvais pas refuser une telle offre. Là. Je me dis, OK, j'ai la chance d'avoir un vélo de triathlon. Je ne me serais pas acheté un vélo de triathlon pour cette occasion. Fait que je me suis dit, je pense que je veux le tester. J'ai été surprise à quel point c'était différent que du vélo. Dans le fond, tu es quand même sur le vélo, là, c'est la même chose, mais la position, j'étais déstabilisée. Je pense que c'est le meilleur mot. Fait que là, ça me donne le petit coup de pied dans le derrière de OK, il faut que je le roule parce que toutes mes sensations que j'avais ou que j'ai en vélo, ben je recommence pas à zéro, mais disons que c'est pas un transfert automatique sur le triathlon. Mais c'est pas quelque chose que tu recommandes de manière... direct, là. Non, du tout. Puis tu t'en rends compte, en fait, c'est que tu as tellement de choses à aller apprendre puis à intégrer présentement dans l'entraînement pour aller chercher la distance et la qualité autour de tout ça que de rajouter le facteur comme changement de vélo là, au niveau des sensations. Puis tu es une cycliste depuis quand même quelques années déjà, là, on s'entend. Fait que ça donne une petite chance, mais c'est une étape de plus. Puis déjà là, qu'on a beaucoup de choses à adapter en termes de pouvoir atteindre un 90 km, c'est pas nécessaire d'aller le faire, surtout pour un premier événement comme ça avec un vélo de triathlon. Là. L'avantage... au niveau du parcours, ne sera pas nécessairement là. 90 km, oui, c'est long, mais c'est pas si long non plus. Donc, ça permet qu'on peut être très, très confortable sur notre vélo de route, qu'on est bien adapté pour pouvoir venir faire la distance en bougeant justement sur le guidon pour aller chercher position plus basse dans les drops, sur le dessus pour lorsqu'on monte les côtes du cintre ou directement dans la cocotte là, pour la majorité de l'événement. Fait que c'est vraiment pas un investissement qui est nécessaire. Et même si tu prends la piqûre puis t'en fais pendant des années non plus. Tu sais, le vélo de triathlon, il est là pour la fonction, mais il n'y a pas d'avantage nécessairement au niveau biomécanique là, à aller chercher ce type de vélo-là. L'avantage est vraiment au niveau aérodynamique. Donc, c'est plus dans une optique qu'on va aller chercher un peu plus de vitesse, tout ça, mais ça prend un certain niveau de performance pour vraiment aller les chercher. Ou sur certaines distances qui sont plus longues, ben, avoir la possibilité d'aller chercher une autre position dans les barres. Mais dans ce cas-là, on peut toujours rajouter aussi des barres aéro sur un vélo de route. Ma prochaine question, en fait, est-ce que tu recommandes de rajouter des barres sur un vélo de route pour un triathlon? Je sais que la distance
va sûrement influencer ta réponse. Oui, il y a la distance, effectivement, mais il y a aussi le parcours, en fait. Fait que selon le parcours que tu vas choisir d'aller faire, si on parle, par exemple, de Nice, qui est un des endroits où est-ce que le World Championship a lieu au niveau full, ben, on sait que ça monte énormément. Là, je pense que c'est 38 km de montée, fait que 38 de descente. Donc là, il y a tout ce laps de temps-là où est-ce que finalement, on n'est pas dans nos barres aéro nécessairement parce qu'on n'est pas des professionnels. Donc, il y a un peu moins d'avantages peut-être à aller ajouter justement des barres sur ce type ou à rouler un vélo de triathlon qui est quand même pas un vélo de grimpe. Fait que je dirais, ça dépend de la distance, ça dépend de notre expérience cycliste, puis ça dépend aussi du parcours qu'on va choisir d'aller chercher et des performances qu'on fait à ce moment-là pour aller voir est-ce qu'on a vraiment un avantage aérodynamique à rajouter ce petit facteur. Fait que d'emblée, moi, j'ai pas été chercher un vélo de triathlon. Je pense que ça a pris... J'ai fait 2 grosses saisons complètes avant d'aller chercher mon vélo de triathlon. C'est quand j'ai commencé à être plus performante que là, j'ai commencé à aller en chercher un pour des distances qui étaient justement plus longues, plus près du 73 là, pour aller chercher. Parce qu'il faut rappeler que les barres, ben, sur les vélos, un vélo de route que tu rajoutes, tu n'as pas accès à tes freins, tu n'as pas accès à tes vitesses. Fait que justement, si tu es constamment en train de changer de position, ben, tu perds un peu l'avantage d'avoir les barres. Mais est-ce que ça peut être négatif de rajouter les barres? Je veux dire, c'est un peu plus lourd. Ouais. Mais il n'y a pas d'aspect vraiment négatif à part ça. Même si quelqu'un se dit, je sais que je vais passer peut-être juste 10 ou 20 dans mes barres, mais j'aime ça et je suis confortable. Il n'y aurait pas de problématique à faire ça. Non, du tout. Puis, en fait, c'est surtout le coût, dans le fond, qui est ajouté. Fait que c'est pour l'utilisation qu'on en fait. C'est surtout ça, parce que c'est quand même pas donné dans le neuf aluminium. Je pense que la plupart partent autour de 250 $ le canadien. Donc, c'est quand même une dépense de plus. Mais au fil du temps, justement, dans une 2e, 3e année, ou même sur une première année, si on pense justement à aller rouler sur un bon circuit fermé, très, très, très plat, ça peut être une idée pour essayer, là, pour aller chercher. Mais comme tu l'as dit, c'est pas des positions ou des vélos qui sont très polyvalents, là, soit dans le triathlon ou de rouler beaucoup dans les bars. T'sais. On est loin des freins, donc si on est en ville, si on fait beaucoup de sorties de groupe. Fait que si on roule pas le vélo ou la position, c'est sûr qu'on va avoir une difficulté à s'adapter. Fait que de se restreindre, d'être obligé d'aller rouler juste avec le vélo de triathlon aussi pendant toute la saison ou au moins peut-être 12 semaines, peut-être même 4 mois avant l'événement, ça se peut que ça restreigne un peu le nombre de sorties qu'on peut faire pour s'adapter dans la position qui est un petit peu plus difficile à aller chercher. Là. Okay. Fait que de ce côté-là. Mais là, on en avait un, puis on s'est dit, si Gab était partante, on en profitait. Je vais le tester. Mais Gab, on veut que tu sois disciplinée. Fait que là, elle sait qu'il faut qu'elle roule ce vélo oui, en vue de l'événement. Puis mon problème, c'est qu'en ce moment, l'événement est encore loin. Fait que je ressens pas la pression de le rouler, mais ça s'en vient. Comme là, je vais setter les pédales, me connecter, puis je vais rouler ça là. Super. Fait que au niveau équipement sur le vélo, fait on va faire une petite distinction. Je vais faire attention là, justement comme route, parce qu'il y a des choses qu'on peut mettre aussi, mais triathlon, il y en a qu'on peut mettre seulement sur triathlon ou si on est des barres, mais ça va donner une petite idée. Donc, on parlait dans les épisodes précédents là, de tester. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours vraiment ça. Donc, si on parle de tester l'hydratation, il faut avoir la possibilité de traîner ce que l'on va avoir sur l'événement. Donc, il faut vérifier que l'on a la capacité sur notre vélo à avoir qu'est-ce que l'on souhaite. Donc, on n'est pas obligé de traîner nécessairement toute l'eau qu'on a besoin, sachant qu'il y a des ravitaux. Il faut les connaître, il faut savoir les distances, il faut s'assurer de nous combien qu'on a besoin, savoir qu'est-ce qu'il va y avoir dans les ravitaux et qu'il va peut-être falloir arrêter. Ça se peut qu'il y ait beaucoup de gens aux ravitaux, donc ça se peut que nous, on ait besoin d'attendre. Tout ça, on n'est pas avec les professionnels qui peuvent ramasser nécessairement les boutons en passant. Ça se peut là, que ça le fasse, mais parfois, ça fait des petits bouchons. Donc, c'est un peu plus complexe. Donc, il faut voir, est-ce que tu veux traîner, est-ce que tu veux avoir sur toi 100% de ton hydratation et alimentation, donc être autonome, ou est-ce que on se repose sur 1 ou 2 ravitaux, puis on regarde justement au niveau des arrêts. Donc, c'est quelque chose à prévoir sur le nombre de bidons. Parce que souvent, sur un vélo, il y a 2 endroits pour mettre les bidons. Donc, si on a besoin pour faire sur une distance plus longue, si on calcule qu'en général, possiblement que tu vas être plus près du 3 heures que du 2 heures définitivement. Ouais. Un bidon à l'heure-ish, ça va dépendre de qu'est-ce que Eve va t'avoir recommandé, ce que tu vas avoir choisi. Et il t'en manque un petit peu. Donc, il faut voir est-ce que c'est au ravito ou est-ce qu'on utilise d'autres systèmes qui existent. Ça, c'est un investissement à faire. Donc, il n'y a pas de problématique pour arrêter au ravito pour reprendre là, justement de l'eau, remplir les bidons qu'on a sur nous, tout ça. Vraiment pas. Et il y a la possibilité d'en mettre un dans le jersey. Parfois, si tu as de la place. Ouais. Si tu as ton chandail de vélo, il y a plus de place un petit peu. Sur un tracksuit, les poches sont très petites, donc tu ne pourras pas mettre nécessairement un bidon à cet endroit-là. Okay. À penser. Sinon, on peut toujours le mettre sur un système arrière, donc à l'arrière de la selle. Possibilité de rajouter des petits systèmes. Là. J'en ai un qui venait de ma selle avant pour ceux qui seront
sur nos plateformes visuelles. Donc, un petit système où est-ce qu'on peut mettre 1 à 2 bidons. Donc, possibilité de rajouter beaucoup d'hydratation quand on est sur des parcours plus chauds ou des distances plus longues, donc pouvoir avoir qu'est-ce qu'on veut sur nous. Fait que ça, c'est des possibilités, mais il faut pratiquer parce que faut être capable d'aller les chercher. Oui, c'est en arrière. Fait que vraiment comme des bidons en arrière des fesses. Fait qu'il faut être à l'aise de continuer à rouler, manier le vélo en mettant la main puis en chercher la bouteille en arrière. Sans l'échapper. Il faut le tester sur la route parce que parfois, ce type de système-là, les bouteilles vont se sauver. Ça dépend toujours de la capacité, justement, du porte-bidon à vraiment tenir la bouteille d'eau serrée. Après ça, lorsqu'on l'a, comment on fait le switch de la bouteille qui se trouve sur le cadre, par exemple, pour aller replacer celle qui est vide à l'arrière. Donc, OK, fait que ça, c'est juste comme tu les transportes en arrière, mais tu vas pas aller, tu le fais le switch une fois. Tu vas rien la mettre en avant, puis tu vas mettre la vide en arrière. Ouais, au lieu d'aller chercher en arrière, c'est vrai que c'est plus logique d'aller chercher juste en bas. Oui. Idéalement, oui, parce que c'est plus technique. Donc, c'est plus difficile, on ralentit un petit peu plus. Donc, ça prend un moment sur la route où est-ce qu'on a un peu plus de temps pour faire justement ce petit transfert-là. Donc, important à pratiquer parce que, puis, idéalement, les bidons qui se trouvent plus près sont plus faciles à prendre. Ouais. Donc, oui. Si jamais aussi, on a des bidons qui peuvent se mettre à l'avant pour ceux qui auront des barres et ou un vélo de triathlon avec barres, des petits systèmes là, de bouteilles qui viennent avec des supports de toutes sortes de formes. En fait, il y en a qui vont avoir la forme d'une torpille. Il y en a qui vont être un petit peu plus en long. Ça existe dans différentes marques, là, que ce soit Profile Design ou celle-ci, c'est une petite Hans que l'on avait chez nous. Donc, un système à l'avant qui nous permet, en cas de position où est-ce qu'on roule dans les barres en position aéro ou de triathlon, de rester dans la position aéro et de pouvoir boire. Donc, ça nous permet de rester. Ça, on peut boire en ce moment avec cette bouteille-là. Il manque juste la paille parce que côté hygiène, Gabrielle, je t'ai pas donné la paille. Oui, non, c'est parfait. Mais OK, je me demandais comment tu... Il y a une petite paille qui va venir sortir de la bouteille. Donc, la bouteille, elle est entre les deux barres aéro. Nous, on est dans les pads et ça nous permet juste de prendre la main et de venir boire à ce moment-là avec la paille. Je comprends. Et ainsi de suite. Ça nous permet de remplir aussi par le dessus. Donc, le bidon arrière, tu peux juste comme venir le mettre. Ou à la station de ravitaillement, même chose. Tu prends un bidon puis tu peux juste venir le mettre à l'intérieur. Il y en a qui sont des supports de bouteilles aussi avant, comme des bidons qu'on peut venir mettre. Donc, ça prend une bouteille normale dans ce cas-là qu'on peut venir juste rentrer à l'intérieur, ce qui fait qu'on a un bidon supplémentaire qui est beaucoup plus près, que l'on doit quand même sortir par contre, mais ça nous offre de la polyvalence parce que tu vas te rendre compte que d'y penser pendant l'événement, de boire et de manger, c'est quelque chose qui est quand même particulier. De là, pourquoi il faut le pratiquer. Donc, si tout est plus accessible, tu as beaucoup plus de chances justement d'atteindre tes objectifs que tu vas t'être donné en termes d'hydratation et de nutrition. Ouais. Fait que de traîner l'hydratation justement pour... Ouais. Un petit truc à penser aussi, comment on le fait sur le vélo, puis l'implication que ça a sur le vélo aussi. Là, oui, exactement. Puis de voir aussi, parce que là, il va y avoir de la nourriture et idéalement un système pour changer les crevaisons que tu vas vouloir traîner. Donc, de voir comment est-ce que le tout peut s'arrimer. Ça commence à faire beaucoup de choses sur un vélo. Donc, de voir où on peut placer quoi, qu'est-ce qui est le plus accessible, comment on s'assure de ne pas perdre quoi que ce soit pendant l'événement, justement, à cause qu'il y a des bosses ou c'est ça. Okay. Il y a des bosses pour être... Tu viens de parler de crevaison. Fait que c'est ça, il faut que je traîne mes choses avec moi. Si jamais j'ai une crevaison, je fais le switch. Y a-tu des équipes support mécaniques qui sont là pour aider à changer la roue? Est-ce qu'il y a du monde qui n'en mettent pas du tout puis que s'ils ont un flat, c'est un DNF puis ils arrêtent ça là? Oui, exactement. En fait, il y a différentes mentalités. Il y a des gens qui, s'ils font une crevaison, ils décident que finalement, ils ne termineront pas la course, soit parce que ça va trop les ralentir puis ils avaient un objectif de performance. Idéalement, c'est pas parce qu'ils ne sont pas capables de le changer, parce que sinon, je recommanderais définitivement à ces gens de traîner quand même avec eux leur système pour changer une crevaison. La communauté triathlon, c'est quand même une belle communauté aussi. C'est rare que j'ai vu quelqu'un changer une crevaison seule ou ne pas se faire proposer d'avoir de l'aide. Si la personne avait de la difficulté, pour vrai, c'est souvent, il y a 1 ou 2 personnes qui vont même arrêter pour aider. Arrêter pendant la course? Oui, absolument. Oh, wow. Porter assistance pour justement aider. Si la personne a besoin d'aide, souvent on va passer et dire est-ce que tu as besoin, tout ça. Si la personne dit non, je suis capable toute seule, ben, tout le monde continue, fait sa course, c'est parfait. Mais ça va arriver de temps en temps qu'il va y avoir quelqu'un plus débutant qui a besoin d'aide, puis là, quelqu'un va lui proposer, puis finalement, ils sont 2 en train de changer justement une crevaison, ce qui est plus rapide, définitivement. On dirait, je m'imaginais pas quelqu'un, mettons, je change mon pneu, puis quelqu'un qui s'arrête en plein milieu de sa course pour m'aider. Je m'attendais pas à ça parce que tout le monde fait ça pour le finir. J'imagine que c'est ça, beaucoup de gens qui ont un objectif de temps. Mm-hmm. Fait que là, d'arrêter puis d'aider, je veux dire, déduis ce temps-là sur ton temps total. Là. On a tout, en fait, en triathlon, là, définitivement, que je pense pas que
top 10 va arrêter. Ouais, non. Ouais. Ça, c'est sûr. Si tu es rendu là, probablement qu'il va falloir que tu attendes un petit peu avant de l'avoir de l'aide. Si je me fais dépasser par le top 10, il y a un problème aussi. Il faudrait que j'aie eu ma crevaison avant. Je sais pas si c'est des loops que vous faites. Oui, je pense qu'il y a des loops. Fait que peut-être que je vais me faire laper par le top 10. Mais ça va dépendre. Mais habituellement, il y a toujours un bon samaritain quelque part pour porter assistance si jamais. C'est un peu rassurant. Être autonome, par contre, c'est quand même très, très bon. Mais il y a une équipe mécanique sur le terrain aussi qui se promène sur des petites motocyclettes. Donc, ils vont traîner quelques roues. Ils vont pas changer le flat. Dans le fond, ils font pas ça directement pendant l'événement. Il faudrait regarder sur un 73, c'est quoi l'assistance qui est donnée. Sur un full, il y a plus d'assistance que sur un demi aussi. Souvent, ils vont prendre la roue et te donner une autre roue. Donc là, on s'entend qu'au niveau du système, tout ça, ça commence à être plus compliqué avec les freins sur jante versus freins à disque. Ouais. Mais il y avait une assistance qui était fournie de cette façon-là et ils finissaient par revenir, te retrouver sur le parcours à force de rouler sur le parcours et te redonner ta roue. Parce qu'ils ont fait le changement pendant ce temps-là, puis c'est cool. Oui, il y avait ça sur les distances, longues distances que je me souviens. Je crois qu'en 63, l'assistance est un petit peu moindre, mais il y a toujours un petit équipe mécanique. Il y a quand même moins de chance sur 90 que sur 180 qu'il y ait un flat ou quelque chose dans ce genre-là. Fait que je peux comprendre la différence entre les deux, mais c'est bon à savoir. Fait que, OK, oui, traîner ces trucs quand même pour être autonome. Puis, surtout que ton objectif étant déterminé, je pense pas que tu as envie de faire un did not finish, de ne pas terminer à cause d'un flat. Au pire, tu vas perdre 10-15 minutes à le changer, mais tu vas pouvoir terminer ton événement dans les temps réglementaires. Ouais. Chers auditrices, chers auditeurs, je prends 30 secondes de votre temps pour simplement vous mentionner que si vous avez des douleurs présentement, peu importe la partie de votre corps qui vous empêche de bouger, qui vous empêche d'atteindre la performance, appelez-nous 450-486-3888 à la clinique Physio-Vélo. On offre de la physiothérapie sportive. On est formé. Notre équipe de 7 physiothérapeutes est extrêmement compétente pour prendre en charge les sportifs et les sportives comme vous. Vous pouvez prendre aussi rendez-vous directement en ligne au physiovélo.com. Je vais mettre tous les liens dans la description sous le podcast. On vous attend en clinique et on est prêt à vous aider. Il resterait niveau nourriture? Sur le vélo? Sur le vélo? Oui, parce que ça, c'est un gros enjeu aussi, réussir à manger sur le vélo. Il faut le pratiquer, mais il faut savoir aussi où tu vas mettre ta nourriture pour être sûr que tu as la quantité et que c'est facilement accessible pendant que tu roules. Il existe des sacs de tubes supérieurs qu'on peut mettre. C'est accessible. Qui sont accessibles, que tu peux déjà couper en petits morceaux parce qu'essayer de mâcher pendant un effort physique, c'est pas très évident. Donc, ça permet de faire des petits morceaux, faire les petits tests, les placer, tout ça. Ça t'évite aussi d'avoir besoin de les laisser en transition ou c'est une possibilité de les mettre en transition et de les embarquer dans tes petites poches. Oui, en arrière. Donc, comme on fait en vélo de route standard, il faut juste penser à les ouvrir avant parce qu'essayer d'ouvrir une barre sur un vélo. C'est ces genres de choses-là qu'il va falloir que tu pratiques un petit peu justement pour pas arriver avec des petits pépins. Puis c'est parce que j'ai fait ces erreurs-là. Tu viens pour prendre ton gel, puis là, tu t'es rendu compte que tu l'as mal ouvert, puis là, tu essaies de finir de l'ouvrir avec les dents, puis ça marche pas. Parce que tu peux pas lâcher les deux mains pendant que tu roules sur le vélo. Fait qu'il y a différentes petites choses à aller tester, mais ça, c'est des possibilités. Sinon, juste avoir une bande de tape, du Chatterton, des fois, on peut coller. Okay. La nutrition sur le vélo. OK. Ouais, puis tu l'enlèves pendant que tu roules. Comme ça, tu dis, bon, ben, je suis sûre de ne rien nous humilier en transition. Puis j'en ai un petit peu plus que ce que j'ai prévu si jamais il arrive un pépin, quelque chose tombe. Mais j'ai quelques, par exemple, jujubes de coller sur mon guidon. Okay. Donc, je les vois. Puis, vu que je les vois, ben, je vais peut-être penser de les prendre justement là, pour donner un petit rappel visuel de mange. Oui, c'est exactement ça. En étant plus accessible, c'est toujours plus facile d'avoir ce type de rappel. Mais sinon, ça peut être juste en transition, puis on les met dans nos poches. Tu n'es pas obligé d'avoir d'équipement fancy. De plus, oui. Non, c'est ça. OK, parfait. Fait que là, je me visualise, je finis mon vélo, puis là, c'est le switch pour la course. Ouais, c'est le switch pour la course. Puis là, tu m'as dit que j'avais le sticker sur mon numéro sur le casque. Pas le casque, sur le casque de bain, en fait, au départ. Oui. Après ça, les collants sur mon casque et mon vélo. Oui. Pour la course. La course, c'est un dossard standard. Donc, effectivement... Comme dans toutes les compétitions de course à pied. C'est exactement ça. Donc, il faut que tu traverses la ligne d'arrivée avec ton dossard qui est visible au niveau... c'est avant ou arrière. Il faudrait vérifier s'ils ont mis une règle plus stricte un tout petit peu. Mais il faut que ton dossard soit visible à la ligne d'arrivée définitivement. Plusieurs options. Ils te donnent des petites épingles. Classique, là, que tu viens de mettre. C'est ça. Donc, si jamais tu veux rajouter un chandail, changer ton chandail pour mettre un que tu aurais mis ton dossard dessus, ça peut être une possibilité. Il est déjà mis sur le dossard, puis là, t'enlèves le chandail de vélo. Oui. En considérant que tu as 2 morceaux. C'est un 2 morceaux. Puis après ça, tu mets ton chandail de course, puis le dossard est déjà dessus. C'est exactement ça. Sinon, il y a la possibilité d'avoir des petites ceintures à dossard que j'ai t'ai apportées ici. Donc, qui permettent justement de mettre le dossard avec des petites
petites attaches que l'on trouve Ouais, sur tu m'as le sorti devant. ça, puis j'avais aucune idée à quoi ça servait. Ouais, Est-ce c'est que intéressant. Il y en a qui choisissent d'en porter sur des distances de demi-marathon, marathon aussi, plutôt que de l'épingler sur le chandail. Là, c'est super confortable. Ça permet vraiment d'ajuster en fonction de la taille. Tu peux le mettre à l'avant, tu peux le mettre sur le côté. Ça te permet de le bouger un petit peu s'il y a quelque chose. Puis souvent, ces ceintures-là sont faites avec des petits endroits élastiques où est-ce que tu peux rajouter ta nutrition. Des déjà petits trous comme avant. celle que tu as, là. Ouais, on Ouais, voit les c'est petits... ça. Des tout petits trous où est-ce qu'on peut rentrer. Fait que ça te permet de mettre soit si tu as des gels. quelques gels que je mets. Puis ça a l'air serré, fait que les gels, Oui. quand je vais courir, ils tomberont pas par terre non plus. Là, Idéalement, ça va les tenir, faut le tester. Ouais. Parce que Je pense que c'est un mot-clé qui peut arriver. revient. Test. Ah Tester, oui, tester. Ça enlève tellement de stress juste d'avoir tout essayé. Là, Ouais, puis c'est de vrai. dire, bon, mais ça passe bien, ça va bien, ça va tenir. Puis, excellent. Côté technique, justement, la petite bande ici, il y a une petite attache. Est-ce que Oui. tu te l'attaches? Est-ce que tu Oui. l'enfiles? Moi, Y je a-tu- l'attache. OK. Fait que je le laisse ouvert en zone de transition, Ouais, puis je fais tu juste viens le clipper. clipper. Fait que puis tu la viens grandeur a partir. déjà été Parfait. mise dessus. Fait que, dans le fond, quand tu vas organiser ta transition, quand on en parlera, ben, ça va être dessus. Fait que ça va être d'aller mettre les chaussures, mettre ta ceinture, clic, Ouais. en partant. Puis, si besoin, casquette et autre chose, là, on en discutera sur les options. Mais voilà, ça fait un petit enfilement rapide. Ça Ouais. te permet... Il faut juste pas que l'oublier. Faut que tu pratiques tes transitions parce que ça, À c'est le dans les mettre. petites choses que... Ben, juste parce que des Ouais. fois, ça se peut que tu partes à courir. Puis là, tu viennes pour sortir de la transition, puis il y a quelqu'un qui va t'arrêter dans les bénévoles pour dire, t'as pas ton dossard. Puis là, il faut que tu retournes chercher Ouais. le dossard. Au moins, ils m'avertissent pas à la fin du 21 Non, km. non, qui est... non, non, non. Non, non, du tout. Il y a quelqu'un qui surveille. Parce qu'ils savent que des fois, on est un petit peu mêlés. Là. Ouais, C'est c'est quand même sûr. des longues journées, tout ça. Fait qu'avec l'anxiété, le reste, on est comme, oh, je vais-tu oublier des choses en transition? Fait que définitivement, qu'il y a quelqu'un qui est là pour nous aider. Fait que petit truc pour le dessert. Sinon, tu m'avais aussi sorti un autre petit item que je vois sur la table juste là. Ouais, tu savais pas non plus qu'est-ce que c'était. Ça, j'ai trouvé ça très, très drôle. Fait qu'un long élastique. Ouais, c'est un long lacet élastique, en fait. C'est pour remplacer les lacets des chaussures. Donc, ça, c'est une décision personnelle, dépendamment de la distance, des objectifs de vitesse, on s'entend. Il y en a qui vont choisir de changer les lacets de leurs chaussures de course pour mettre des lacets qui sont dits élastiques. Donc, Encore là, c'est pas obligatoire. c'est pas obligatoire. C'est juste dans une option possible. C'est Moi, je ça. savais même pas que ça existait, en fait. Ben non, Fait c'est que- ça. Fait qu'il n'y aurait pas d'enjeu à vouloir garder ses lacets et attacher ses chaussures en zone de transition. C'est juste que si on souhaite faire une transition très rapide, mais ça nous permet juste de les laisser moins serrés, rentrer le pied rapidement à l'intérieur parce que c'est élastique, puis au besoin réajuster la tension juste avec le petit ajustement. Mais ça permet vraiment de faire juste un enfilement rapide de la chaussure en zone de transition. Puis mettons, est-ce que les pros ils utilisent ça? Les pros utilisent définitivement ça. Ils n'ont pas une seconde à perdre à attacher leur Non, lacet. il n'y a fait personne que- qui attache ses lacets en zone de transition. Sur des distances plus rapides, ça fait une grosse différence, là, comme Ouais, un sprint, tout ça, j'imagine, là. Pour ceux qui sont de niveau compétitif, mais sinon, juste prendre le temps d'attacher ses chaussures, s'assurer de tout ramasser, là, c'est déjà bien assez. Bien placer les choses. Là, on peut enfiler très rapidement la chaussure, mais si la languette elle est placée croche, qu'il y a quelque chose qui va venir frotter, puis finalement, on fait une ampoule qui nous empêche de courir, ça ne sera pas mieux non plus. Donc, c'est vraiment un item pour faciliter la transition, qui est comme la 4e discipline du triathlon Ouais. qu'on discutait. Mais ce n'est pas une obligation là, dans les premières années. Là. J'ai dû acheter ça, j'irais peut-être à ma deuxième saison. Fait que... OK. Quand même assez tôt, mais... Oui, c'est ça. Ben parce que vu que je faisais quand même de la distance sprint, ça faisait une différence. tu sais. L'événement n'est pas si long que ça. Donc, si je rajoute 30 secondes pour attacher mes lacets, 30 secondes sur un 5 km de course, c'est dur à rattraper. C'est là, vrai. à l'échelle. Mais 30 secondes sur un événement longue distance de 16 heures, il n'y a pas de problème. Là. Vaut mieux être confortable et bien placé le tout que d'essayer des items. Je conseille aussi de les essayer. Ça change un peu la répartition au niveau de la chaussure, là, au niveau du dessus. Des fois, ça peut créer des petites irritations, frictions. Moi, je sais que je peux pas les tolérer en entraînement pendant toute l'année, ni pendant toute la saison. Fait que je les place, disons, peut-être 4 à 5 semaines avant l'événement. Ça passe bien là, pour faire mes dernières sorties d'entraînement, mais sinon, ça vient créer comme une pression qui est différente sur le dessus du pied. Fait que pour les gens qui ont des fois des petites problématiques là, au niveau des extenseurs, tendons extenseurs du pied, tout ça, là, des fois, ça peut quand même créer des petits enjeux. Donc, à tester, mais c'est pas nécessairement une obligation de les avoir tout le temps là, si jamais ce n'est pas confortable. Puis est-ce que... parce que c'est pour les lacets, enfiler les souliers. Est-ce que tu changes, mettons, tes bas? Est-ce que tu portes des bas quand tu fais du triathlon, quand tu passes du vélo à la course? C'est un choix personnel, en fait, pour chacun. Ça va dépendre si tu fais beaucoup d'ampoules, mais il va falloir que tu le testes avant, voir si tu es capable vraiment de courir un demi-marathon sans bas dans tes chaussures de course. La plupart des gens vont répondre que non, là, c'est plus confortable d'avoir une chaussette. Ça va être de décider, en fait, où tu la mets. Est-ce que tu la places après la course, après la natation, avant ton vélo?
Ouais. Ou est-ce que tu la mets avant d'aller courir, après ton vélo? Donc, c'est un choix personnel pour quand est-ce qu'on met les chaussettes OK. dans ce cas-là, de ce côté. Mais ça va être un choix personnel si tu veux les mettre ou pas. Sur une distance plus longue, moi, j'avais une préférence pour les mettre. Sur Ouais. sprint olympique, je mettais pas de chaussettes dans ce cas-là, vu que les distances étaient plus courtes. Mais j'ai vraiment aucune tendance à faire des ampoules. Là. Donc, je suis très choyée. À date, moi, je pense que ça va, mais encore une fois, je pourrais pas dire sur une plus longue distance. Fait qu'il faudrait que j'ai jamais testé sans les Ben bas. oui. Fait que ça serait à tester pour voir si ça mérite ou... Oui, voir si les chaussures sont confortables Ou si ça aussi. va, là, ouais. Sans. Fait que des fois, ça peut changer la donne un petit peu de ce côté-là. OK, parfait. Mais ça répond à beaucoup de mes questions, puis beaucoup des... Justement, l'équipement, les petits détails qu'on pense pas nécessairement quand on se lance dans l'inscription d'un triathlon. Fait que là, ça... Comme j'ai dit, on a fait le tour de nos 3 sports, donc l'équipement pour les 3 sports. Puis on se rejargera pour parler un peu de nos transitions. Oui, je pense que ça va valoir la peine là, de voir c'est quoi les impondérables qui peuvent arriver. Puis, il faut pas paniquer. Hein, il va toujours arriver comme un petit imprévu, un oubli en transition. C'est juste que si on est bien préparé, ben, on minimise les risques. Mais il y a toujours des petites anecdotes là, de transition là, qui se passent. Fait que malgré toute la préparation, il vaut mieux être bien préparé, mais ça se pourrait que ça arrive. Fait que faut le prendre avec un grain de sel là, si jamais il y a quoi que ce soit. Fait que j'ai pas encore décidé ce que j'allais faire pour l'équipement au complet parce que je pense que, encore là, la conclusion, c'est qu'il faut tester. C'est vraiment important d'aller tester. Fait que je vais tester, voir ce que je préfère, puis après ça, m'aligner sur une décision. Mais définitivement que c'est beaucoup plus éclairé là, suite à notre discussion aujourd'hui. Fait que merci beaucoup pour tes judicieux conseils par rapport au équipement du triathlon. Ça fait plaisir. Merci. Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à partager cet épisode et à suivre le podcast Jamais assez. On se retrouve dans un prochain épisode pour la suite de mon aventure vers mon premier demi-Ironman. Ciao!